Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Eli Hatim. Bonjour maître. Bonjour et merci de votre invitation et je me permets, si vous voulez, de saluer votre courage et surtout votre objectivité dans vos émissions que j'écoute la plupart du temps. Bah écoutez, ça me touche à titre personnel et ça touche à l'ensemble de notre auditoire parce que la volonté de cette émission, c'est tout simplement éclairer l'opinion publique et en même temps ajouter quelques valeurs très intéressantes dans le débat actuel. Il faut bien préciser à notre auditoire que Maître Eli Hatim, avocat à la cour, docteur en droit, officier dans l'ordre du Cèdre, chevalier dans l'ordre des Palmes académiques et enseignant. Le sujet de notre jour, c'est les dessous de la tourmente du Moyen-Orient. Sauf que, actualité oblige, il n'y a plus que le Moyen-Orient qui est dans la tourmente, c'est le monde entier qui est dans la tourmente avec ce virus Corona. Dans un premier temps, si vous le permettez, qu'est-ce que vous pensez déjà par rapport à ce virus Corona et cette communication de taille? D'un point de vue scientifique ou médical, vous allez excuser mon ignorance sur, si vous voulez, le détail des découvertes de l'existence donc de ce virus. De vue, je dirais, d'analyse politique, sans extrapoler et puis sans poser des hypothèses qui peuvent paraître en fait un peu abracadabrantes. Il faut savoir une chose, c'est que il y a une démographie dans le monde qui est en train d'augmenter. Quand la démographie augmente, les populations, c'est-à-dire autrement dit, et puis il faut dire qu'en même temps, il y a une situation de pauvreté dans le monde qui s'accentue de plus en plus, ce qui, et puis en fait un manque de moyens, je dirais d'hygiène, de soins, etc. Et tout va de soi avec la pauvreté qui est en train en fait de s'installer. Aussi bien avant on parlait du nord et du sud, maintenant il n'y a plus de nord, de sud, d'est, d'ouest, c'est une question je dirais même planétaire. Et cela, si vous voulez, augmente le risque de contagion de plusieurs maladies, et même s'il y a un progrès médical et un progrès scientifique, il n'en reste pas moins qu'il est très difficile donc d'empêcher la propagation et puis la contagion. Deuxième élément qui est aussi assez important, il y a également le phénomène de la mondialisation. Donc aujourd'hui, quand on parle de la fermeture de certaines frontières, de certains pays vis-à-vis des autres, moi ça me fait rigoler parce que vous savez c'est impossible donc de le faire parce qu'il suffit qu'il y ait un transport routier, ce n'est pas simplement les transports aériens, la fermeture des aéroports qui peuvent être également un terrain favorable à la propagation, à la contamination donc des personnes. Il suffit qu'une personne soit porteuse d'un virus et qu'elle traverse par la voiture, vous savez, donc des frontières, qui ne sont pas facilement contrôlables et qui sont donc perméables, et à partir de là, le virus peut se transmettre facilement, ou les virus peuvent se transmettre facilement. Maintenant, il y a une deuxième question donc qui se pose aussi, c'est que effectivement, il y a aujourd'hui des moyens colossaux qui sont déployés pour fabriquer des armes et pour rechercher de nouvelles armes pour tuer des individus, et malheureusement moins de moyens pour trouver en fait des moyens de traitement et de moyens de se prémunir en fait contre la prolifération donc de ces virus. Il se peut peut-être effectivement qu'on a trouvé ce virus qui a existé donc avant, et puis donc on n'a pas pensé à sa prolifération, ou on n'a pas eu les moyens et une volonté, je dirais, derrière de le stopper. Donc tout cela est une question de moyens, et malheureusement les sociétés sont plus, et les politiques surtout, sont beaucoup plus intéressés
par des sujets polémiques et de guerre et de la destruction des différentes sociétés, au lieu de trouver des moyens pour faire progresser l'humanité. Alors, faire progresser l'humanité, il y a effectivement, il y a le facteur économique et financier, mais il y a un autre facteur qui est le plus important, et c'est le facteur culturel, l'éducation. Et vous savez, quand vous voyez donc tous les problèmes, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit des pays du Moyen-Orient, que ce soit dans certains coins de l'Afrique, eh bien, c'est surtout les sociétés qui manquent d'éducation et qui voient cette augmentation vertigineuse d'un point de vue démographique, où les gens donc ne contrôlent plus les naissances. Et en même temps, avec le manque de moyens, le manque également, donc ce que je viens de vous dire, de l'éducation et de la culture, et de l'argent, donc ça les conduit à être, à glisser et sur le terrain de certains courants politiques ou certains courants, je dirais même terroristes, etc., ou de fondamentalisme, parce que le fondamentalisme, c'est une expression d'un certain obscurantisme, je dirais, intellectuel et culturel. Et donc, tout cela va ensemble, et donc ce qu'il faut, il faut travailler pour lutter contre ça sur le facteur de l'éducation, de la culture, un développement culturel, et à la fois et parallèlement, cela va de soi, si vous voulez, avec un équilibre de la distribution donc des richesses, et ne pas voler les richesses des uns sans se préoccuper des populations ou des pays dans lesquels on vole ces richesses-là, parce que cela va se retourner contre les pays qui sont en fait les pilleurs, je dirais, des richesses des autres. Vous entendez parler, il y a une accusation de la part de la Chine envers les États-Unis par rapport à un événement militaire qui s'est organisé récemment. Ça vous dit quelque chose, cette accusation? Mais vous savez, il y a une chose. Les armes bactériologiques auxquelles la Chine fait référence existent. Vous savez, il y a eu des accusations qui ont été proliférées, par certains d'ailleurs même complotistes à l'époque, à propos de l'Irak. Vous vous souvenez, le complotisme américain, en parlant que l'Irak avait des armes bactériologiques qui allaient les utiliser. On a même parlé à un moment donné la peur d'utiliser ces armes-là dans les métros en Europe. Et puis finalement, on n'a rien trouvé. Bon, cette thèse-là, je dirais, bon, elle peut toujours exister. Bon, les Américains aussi, on a vu dans certaines presses américaines qui sont assez complotistes, qui accusent eux-mêmes, d'ailleurs préalablement les Chinois, comme quoi ils étaient en train de préparer une guerre bactériologique, et il y a eu un accident et que ce virus est parti par accident. Bon, ce sont des thèses, si vous voulez, ça peut être des Américains, ça peut être des Chinois, mais ça peut être aussi peut-être Daesh, et ça peut être, je ne sais pas, pourquoi pas aussi des Monégasques. Ben, tout cela, si vous voulez, ce sont des hypothèses, mais qui ne sont pas fondées. Alors, c'est très délicat, il faut prouver, si vous voulez, ces allégations pour en être sûr. Mais la réalité aujourd'hui est là, sur le terrain. C'est un virus qui existe, c'est un virus contre lequel on n'a pas encore trouvé des moyens donc pour y remédier. Et donc, il faut être prudent. Mais il y a aussi une sorte, je dirais, de panique généralisée. Moi, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique. Il faut faire un peu peut-être comme les Italiens. Il faut se comporter d'une manière assez stoïque, être tout à fait prudent. Mais il va falloir trouver des palliatifs par les différents moyens de communication pour éviter la propagation donc de ce virus, mais sans tomber dans cette panique généralisée. Une dernière question sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez des derniers discours du président Macron sur le sujet? Ben, écoutez, il a été très équilibré. Il a été le plus logique en préconisant en fait ces mesures-là. Et comme vous le savez, donc il essaye d'éviter donc de tomber dans certaines polémiques stériles.
Parfait. Alors, il y a le deuxième volet de notre échange de ce jour, si vous le permettez, cette notion de la tourmente du Moyen-Orient. Comme vous le savez, le Moyen-Orient traverse une période très très difficile qui a de l'impact, bien entendu, partout dans le monde, hein, et notamment soit sur, comme on est en train de vivre actuellement, le prix du baril de pétrole et cette guerre russo-saoudien. Il y a aussi ce conflit turco-russe. Il y a aussi, bien entendu, la Syrie qui se trouve décapitée sur un grand nombre de sa zone géographique, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, la Syrie traverse une période très difficile et, bien entendu, comme tout le monde le sait, il y a de l'impact sur le Maghreb et sur l'Europe. Dans un premier temps, si vous le permettez, comment vous voyez-vous cette notion que nous avons évoquée depuis un certain temps avec d'autres intervenants, et notamment son Excellence Michel Rambaud, la notion d'État-agent constate à travers leur agissement qui n'ont aucune relation avec leur intégrité ni leur sécurité. On voit la Turquie en Afrique, on voit les Émirats arabes unis, la même chose en Europe et en Afrique, on voit l'Arabie saoudite. Qu'est-ce qui se passe? Quel agenda travaille-t-on ces pays? Ou bien, tout simplement, quelle mouche les a piqués? Vous savez, je vais revenir sur un point essentiel dans ce que vous avez dit, c'est cette situation conflictuelle qui est au Proche-Orient, au Moyen-Orient d'une manière un peu plus large, et puis ces implications, comme vous avez dit, en particulier sur le continent européen, parce que je l'ai dit et je le répète et je le répéterai toujours, le continent européen a une frontière qui est très proche de celle du Moyen-Orient, et c'est pour ça que cette situation peut se répercuter, comme elle est en train de le faire, sur le continent européen. Nous l'avons vu avec la question migratoire, mais la question également terroriste, du terrorisme sur les territoires des États européens. Et puis, bien entendu, ce qui est pas loin, et puis avec je dirais, certaines ramifications, l'Afrique du Nord en particulier, le Maghreb, qui fait partie également du monde arabe, qui est attaqué par ces différents projets politiques qui visent la création du chaos dans le monde, et surtout dans cette région particulière du monde, alors qu'il faut voir d'un autre côté que les États-Unis sont géographiquement loin du continent européen, loin du Moyen-Orient, et peuvent se permettre certaines choses sans pouvoir porter directement atteinte à leur intégrité territoriale et à leur sécurité. Vous savez, depuis la nuit des temps, la situation conflictuelle internationale existe, et il y a toujours des aspirations. Chaque puissance, chaque empire travaillait et œuvrait en vue de la sauvegarde de son pouvoir, mais également en vue de la conquête d'un autre territoire et d'élargir son emprise et son empire. En quelque sorte, quand on parle d'emprise, c'est l'empire. Alors, ce qui explique en fait les différents projets politiques et stratégiques des différentes puissances. Nous l'avons vu quand il y a eu, si vous voulez, pendant la guerre froide, avec le monde libre qui était dirigé à l'époque par les États-Unis, et le monde soviétique et communiste, si vous voulez, qui était dirigé par l'Union soviétique. Aujourd'hui, la situation a basculé. Nous avons le monde libre qui est aujourd'hui dirigé, le nouveau monde libre qui est aujourd'hui dirigé par Moscou, par la Russie, qui veille à la préservation de la souveraineté des États, de leur indépendance, des structures étatiques, de la défense de la souveraineté nationale et de la défense des identités nationales. Et en face, nous avons le monde, je dirais, le nouveau monde totalitariste, qui puise en plus dans le mondialisme ses moyens,
et à la tête duquel se trouvent les États-Unis, qui veulent imposer une sorte de dictature sur le monde, où nous avons l'impression d'être scrutés de partout. Toutes les transactions financières le sont, toutes les conversations téléphoniques et par les moyens de communication le sont. Les gens, comme du temps de l'Union soviétique, ont peur de se parler par le téléphone, par mail, etc. Ils ont tendance à avoir peur de s'exprimer et même de réfléchir et de penser d'une manière qui est différente à celle qu'on leur demande de penser avec ces idées et par certaines nouvelles valeurs, et ce qui explique, si vous voulez, cette nouvelle guerre, je dirais, ces nouveaux conflits qui s'érigent dans le monde. Et effectivement, chacun, vous savez, a sa façon et a ses moyens de faire pression sur les autres par l'intermédiaire, comme vous l'avez expliqué, par les moyens des services secrets. Et c'est la raison pour laquelle il y a une exploitation de certains agents, de certains États, tels que, comme vous l'avez cité, par exemple la Turquie, l'Arabie Saoudite, et puis j'en passe, et qui expriment une certaine guerre par procuration, c'est-à-dire quand les États-Unis ne veulent pas paraître, ou quand des alliés des États-Unis ne veulent pas paraître, ils font la guerre en poussant un autre État ou une autre puissance pour le faire. On le sait très bien. Par exemple, l'émergence de l'islamisme a été poussée par les Américains du temps, par exemple, de l'Afghanistan, la guerre en Afghanistan depuis 1979, avec la création d'Al-Qaïda et l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. C'est exploiter, en fait, de certains phénomènes et pousser d'autres États qui sont la vitrine même et qu'on accuse. Par exemple, aujourd'hui, le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui, eux, reçoivent des ordres de la part des États-Unis pour exécuter certaines choses. Ils n'ont pas, si vous voulez, en plus le choix de ne pas le faire, surtout l'Arabie Saoudite qui est, si j'ose le dire, coincée par le traité de Quincy, par lequel les États-Unis se sont érigés comme le pays garant de la stabilité en Arabie Saoudite, et c'est la raison pour laquelle que les Saoudiens sont sous la emprise des États-Unis et des services secrets américains qui les poussent à commettre certaines choses, qui les poussent même à financer. Nous avons vu par exemple la guerre du Yémen, c'est une guerre qui a été, où l'Arabie Saoudite a été instrumentalisée, et on voit que c'est l'Arabie Saoudite qui en paye le prix. En plus, le prix, je dirais, matériellement, parce qu'il y a des milliards et des centaines de milliards qui sont payés, qui sont drainés par l'Arabie Saoudite, ce qui a appauvri financièrement ce pays, mais elle en paye également le prix d'un point de vue, je dirais, humanitaire, et d'un point de vue à côté de ce pays, à côté du royaume saoudien, vous allez avoir une pauvreté, un État complètement déséquilibré, ce qui créera certainement des conflits, des velléités entre du côté ces deux frontières. La même chose pour la Turquie. La Turquie, tout le monde a pensé qu'il y a un rapprochement entre la Turquie et la Russie. Certes, la Turquie, elle l'a fait pour essayer d'équilibrer les choses, parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie est héritière de la diplomatie de l'Empire ottoman, mais il n'en demeure pas moins que la Turquie est toujours membre de l'OTAN. C'est la raison pour laquelle nous avons vu qu'il y a un changement tout de suite de la stratégie du président Erdogan quand il est parti aux États-Unis et quand il a rencontré le président Donald Trump. Il est revenu avec, je dirais, un peu plus de puissance et de courage, et cette fois non seulement poussé par les services secrets, mais par la diplomatie, je dirais, officielle et apparente. Parce qu'en politique, vous savez, il y a deux facteurs. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie, la politique, apparente et officielle, mais vous avez derrière les coulisses un travail qui se fait par l'intermédiaire des services secrets et ce qu'on appelle la diplomatie cachée. Et là, il y a les deux qui se sont joints, et puis à partir de là, il y a eu cette fameuse intervention et ce traité entre la Turquie et la Libye, où la Turquie soutient les militaires islamistes de Sarraj,
en plus fier de ce qu'on appelle de sa puissance à la tête des frères musulmans. Et on le sait très bien d'ailleurs, et je trouve une petite parenthèse, que les États-Unis, et c'est Madame Hillary Clinton qui l'a très bien souligné et reconnu dans son livre Hard Choices, comment les Américains ont tablé, ont travaillé sur l'islam politique et les frères musulmans pour essayer de déstabiliser les différentes sociétés et États musulmans, et d'ailleurs pour détruire le monde en fait arabe et le nationalisme arabe, pour imposer une nouvelle forme, je dirais, un nouveau type, je dirais, sur la société internationale, qui est cette idée de la Ummah Islamiyya, autrement dit une nation, voilà, une nation islamique dans laquelle en fait les Arabes ne seront qu'une petite minorité. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en poussant la Turquie, en rappelant à Erdogan qu'il a une possibilité d'être le leader du monde musulman sunnite. Ce qui a déplu, bien sûr, à d'autres États, tels que d'ailleurs l'Arabie Saoudite, qui dit non, attendez, mais ce n'est pas un Arabe, c'est nous, nous sommes les Arabes, et nous ne voulons plus revenir sous la coupe, en fait, des Turcs, des Ottomans, en fait, qui nous ont dominés et qui ont failli détruire ad vitam aeternam la culture arabe, qui est d'ailleurs, elle est renée avec le mouvement de la Renaissance, grâce d'ailleurs aux chrétiens. Et à des chrétiens et des juifs d'ailleurs qui ont contribué à la renaissance de la littérature et de la culture arabe. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle moi ça me fait rigoler quand on fait pour simplifier les choses, quand on parle des Arabes, on parle des musulmans, mais on a oublié quand même qu'il y a des juifs arabes ou des arabes de religion juive et des chrétiens de religion juive. Et ce sont grâce à eux d'ailleurs que la culture arabe et la littérature a pu renaître. Donc revenons donc à la Turquie, et donc c'est ce qui explique aujourd'hui en fait ce jeu qui est entre les différentes puissances, c'est que les États-Unis, pour une raison ou une autre, elle ne peut pas s'affronter directement avec la Russie. Elle envoie quand même son pion, la Turquie, en essayant de faire pression sur lui, comme nous l'avons vu dernièrement quand il y a eu cette crise financière en Turquie provoquée par les États-Unis. La Turquie, quand même, et le président Erdogan a bien mesuré, a bien calculé ses intérêts. Il essaye d'être équidistant des deux, mais ce n'est pas assez évident. Et étant sous l'emprise actuellement américaine, il est obligé, en quelque sorte, de s'affronter avec la Russie. La dernière rencontre avec le président Poutine a permis en fait d'apaiser les choses, mais rien n'est clair. Pas pour longtemps, et rien n'est sorti, si vous voulez, à travers ce dernier sommet. Certains observateurs, M. Eli Hatim, parlent comme quoi aussi le président turc c'est un pion pour Poutine. Il y a quelques-uns qui l'ont nommé une marionnette de M. Poutine. Alors, dans cette situation, ce complexe-là, parce que là, on est en train de parler de guerre de pions, une guerre de marionnettes. Vous voyez, les vrais responsables sont derrière. Comment vous voyez l'évolution de cette affaire dans l'avenir? Parce que ça commence à peser l'heure. Est-ce que l'objectif souhaité à atteindre est arrivé à terme puisque le monde arabe est disloqué? Il n'y a plus de monde arabe, comme vous le savez. Il y a des frontières qui sont tous des frontières entre pays belligérants. Une chose qui est très importante, si vous voulez, un moyen de pouvoir mieux gouverner, et qui est très vieux, ce dicton, c'est divide et imperare, c'est-à-dire divise pour mieux régner. D'ailleurs, les Romains l'utilisaient très souvent, et puis après les Byzantins, et puis les Ottomans, et j'en passe. Et aujourd'hui, en fait, les Américains qui veulent absolument gouverner et sauvegarder cette image qu'ils ont de gendarmes du monde, la superpuissance mondiale, avant bien entendu de la renaissance de la Russie comme puissance, beaucoup moins encore que les États-Unis, et depuis donc l'arrivée du président Poutine, ils essayent par tous les moyens de sauvegarder ou garder ou bien allumer la mèche de certains conflits et de certaines velléités entre les pays.
C'est la raison pour laquelle ils sont à la recherche, si vous voulez, de facteurs divisants, des facteurs de belligérance dans les sociétés. Donc nous avons vu comment ils ont fait une instrumentalisation de la religion à des fins politiques, comment ils ont fait également en démontrant par le bout du doigt que en faisant ce qu'on appelle l'amalgame entre les musulmans égale terrorisme, égale guerre, égale conflit. Bon, maintenant, d'un jour au lendemain, on va complètement oublier cela parce que maintenant on est beaucoup plus, si vous voulez, en train de voir l'étendue du virus du corona, qui est beaucoup plus l'actualité que le problème de l'émergence du fondamentalisme et de l'islamisme de Daesh, Al-Qaïda et puis les autres. Donc cela va faire oublier les autres peut-être. Et donc tout cela pour disloquer, pour faire perdre les gens. Et puis, vous savez, c'est la politique du chaos. C'est que même moi, par exemple, qui suis natif du Moyen-Orient, connaisseur modeste des pays arabes et du monde arabe, je ne comprends plus rien. Comme vous l'avez souligné, la plupart donc des dirigeants et des penseurs, des observateurs donc du monde arabe ne comprennent plus la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup plus de complexité. Les États, en fait, ont été frappés, les structures étatiques. Nous avons vu cela pendant le printemps arabe, et puis par la suite, avec les différentes interventions, que ce soit celle des États-Unis avec l'invasion de l'Irak, ou celle de l'OTAN, où M. Nicolas Sarkozy a été poussé par ses mécènes et par les services américains pour intervenir et mater le gouvernement et l'État porter atteinte à la stabilité en Libye. Et nous avons vu aujourd'hui les conséquences dramatiques de cette aventure politique sarkozyste. Et ainsi de suite, les exemples se multiplient. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation chaotique où les gens ne comprennent plus rien parce que vous avez des alliances aujourd'hui qui, le lendemain ou le surlendemain, deviennent des mésalliances pour redevenir de nouvelles alliances avec les autres. Exactement. Maintenant, qu'on dise que le président Erdogan est un pion de Moscou, je ne le pense pas, parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec cette intervention turque en Syrie, avec, je dirais, une bénédiction indirecte de la part des Américains, parce que comme par hasard, cela n'a eu lieu que quelque temps après le sommet entre le président Trump et le président Erdogan, et puis l'embarras dans lequel se trouve la Russie, parce qu'encore une fois, la Russie ne peut pas intervenir contre l'intervention turque qui est totalement illégale parce qu'elle s'attaque à un État indépendant et souverain qui est la Syrie, qui est un État toujours reconnu par la société internationale et c'est un membre de l'ONU, sauf si la Moscou est dans ce cas-là invité pour cela par l'État syrien. Parce que vous savez, l'intervention en 2015 de la Russie, elle a été faite d'une manière très légale et très juridique. C'est que les Russes sont un peu aujourd'hui un peu les héritiers de l'ancienne diplomatie française à laquelle est en train de revenir d'ailleurs le président Macron, donc respectueuse du droit international public, et n'est intervenu en Syrie en 2015 qu'à l'appel du gouvernement syrien. Autrement dit, il y a un principe, ce qu'on appelle jusqu'au jeûne, c'est-à-dire une norme supérieure à laquelle on ne peut pas contrevenir, et sauf dans certains cas précis, par exemple, une intervention à la demande du gouvernement en place. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2015 quand la Russie est intervenue pour mettre un terme à cette déstabilisation donc de la Syrie par des éléments extérieurs, des mercenaires, et puis après Front al-Nosra qui était la Al-Qaïda, l'équivalent d'Al-Qaïda en Syrie, et puis après Daesh.
Et c'est ce qui explique cela. Maintenant, il va falloir que la Syrie puisse faire appel à la Russie. C'est un peu délicat parce que la Syrie, elle ne peut faire que recourir aux Nations Unies, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, et que ce sont les Nations Unies qui doivent prendre leurs responsabilités parce qu'il s'agit d'une intervention étrangère contre la souveraineté syrienne. La Syrie a riposté, elle a les moyens de riposter, elle l'a fait, et elle a gagné sur le terrain en faisant subir les forces turques donc des pertes justement à leurs frontières dans la région de Idlib. Justement, Donc, même... en conclusion, si vous voulez, simplement, c'est que nous sommes vraiment dans une situation chaotique et peut-être vos auditeurs n'ont rien compris, mais parce que même moi, personnellement, je ne comprends plus ce qui se passe sur le terrain, même les différents chefs d'État qui sont impliqués dans ce bain, je dirais, politique, ils donnent des brasses de partout, mais ils comprennent rien à ce qui se passe réellement sur le terrain. Comment vous situez la transaction du siècle proposée par le président Trump dans cet engrenage qui secoue le Moyen-Orient? Le président Trump, vous rigolez, parce que vous savez, les présidents aux États-Unis, ils sont présidents dans leur tête pendant la campagne. Et moi, je me souviens de Boutros Ghali qui m'a sorti cette boutade et cette blague qui m'a fait bien rigoler et qui m'a fait vraiment bien réfléchir. Il m'a dit, regarde la photo des candidats américains aux élections présidentielles. Quand ils gagnent les élections, et ils font la grande fête, c'est le grand sourire, et tu vois leurs photos avec des grands sourires. Et il faut que tu regardes leurs photos une fois quand ils entrent à la Maison Blanche et qu'ils sont dans le bureau ovale, et tu vois leurs photos tristes avec des expressions de tristesse sur le visage. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas véritable pouvoir. Il faut dire une chose, c'est qu'aux États-Unis, que ce soit le président Trump, Obama, ou Bush père, le président Bush junior et fils, et puis même le Saint-Esprit, ils sont pas guidés ni par le Saint-Esprit ni par personne, ils sont guidés par les lobbies. Alors la politique étrangère américaine, tout le monde le sait, elle est téléguidée par le principal lobby qui agit sur ce département, je dirais, de la politique américaine, c'est-à-dire la diplomatie, c'est-à-dire les affaires étrangères, et en particulier le Proche-Orient, par le AIPAC, c'est-à-dire le lobby sioniste. Le lobby sioniste, parce qu'il faut dire qu'il y a d'autres lobbies juifs qui sont complètement antisionistes d'ailleurs, parce que en France on mélange un peu tout, c'est que on pense que tout ce qui est antisioniste, ça touche toute la communauté juive, ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, c'est très clair, net et précis. Le lobby sioniste n'est qu'une partie en fait des lobbies juifs. Il y a les lobbies catholiques, vous avez des lobbies WASP, c'est-à-dire les protestants. Et en grande partie, d'ailleurs, le lobby protestant soutient le lobby sioniste, alors qu'il y a des lobbies catholiques et des lobbies juifs qui ne sont pas sionistes et qui sont contre le sionisme et contre les protestants. Donc, il y a aujourd'hui une pression qui s'est exercée sur le président Trump. On l'a vu même aussi lors des élections présidentielles. Quand il a dit certains termes, etc., et tout, qui ont déplu surtout à l'AIPAC. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour rassurer cela, il a mis son gendre, Monsieur Kushner, en fait, comme responsable, en quelque sorte, des relations avec le Moyen-Orient et le règlement de la question palestinienne. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que il y a eu des discussions directement avec M. Netanyahou, le Premier ministre israélien extrémiste d'ailleurs, et qui est là au pouvoir depuis je ne sais plus combien de décennies, et on a imposé une solution radicale contre les Palestiniens. Alors, il faut savoir dans cette question qu'il y a des éléments pour les auditeurs qui sont très importants à savoir, c'est que les Palestiniens ont depuis l'occupation donc de leur pays et surtout depuis la création de l'entité sioniste en 1948, mené une résistance nationale contre cette occupation, contre cet État d'ailleurs artificiel,
monoconfessionnelle avec une société racialiste, contraire à la société palestinienne multiconfessionnelle et donc où la résistance d'ailleurs, elle a été créée et menée par des chrétiens palestiniens, à savoir par exemple Georges Haoui, il y a également Constantin Zrek qui lui-même a influencé la résistance palestinienne. Il y a d'ailleurs Monseigneur Hilarion Capucci, qui était un prélat grec catholique, qui a beaucoup d'ailleurs œuvré, qui est devenu un héros de la résistance palestinienne. Il y a Ibrahim Sousse, qui est un orthodoxe également palestinien. Il y a Naïef Hawatmi, qui est également un grec catholique palestinien, et puis j'en passe. Toute la résistance palestinienne a été créée par des pionniers chrétiens au départ, jusqu'au moment où les Israéliens ont laissé pousser en fait le Hamas pour justement contrecarrer l'OLP et pour donner un aspect, je dirais, confessionnel et islamiste, je dirais, à la résistance palestinienne pour la discréditer et pour discréditer un État multiconfessionnel qui serait la Palestine et dans ce cas-là, la société internationale et l'opinion publique internationale ne pouvaient que dire aux Israéliens, mais écoutez, nous ne pouvons pas soutenir une entité avec une société uniconfessionnelle et puis surtout racialiste, parce que surtout avec la nouvelle constitution qui proclame simplement un État pour une seule confession. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Israël et le Liban ont toujours été en bisbis, parce que Israël n'arrive pas encore à absorber le fait que le Liban soit un État multiconfessionnel. Alors revenons à cet accord du siècle. Donc il est totalement déséquilibré et il met en cause en fait la résistance palestinienne, parce que vous le savez, hélas, les Palestiniens ont été obligés d'obtempérer, surtout en fait les différents leaders et les leaders musulmans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'oppose surtout? Quelles sont les voix qui s'élèvent contre cet accord-là? Ce sont celles des leaders palestiniens, surtout chrétiens. Pourquoi? Parce que là, ils ont peur d'une chose, que ce projet politique qui veut l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques ne renforce pas l'existence d'Israël, d'une part, un État entre guillemets pour la communauté ou les communautés juives du monde. À côté, un pays musulman ou une étendue musulmane, parce que vous savez, avec la création de Daesh et de toutes ces forces-là, on voulait la destruction des frontières et la création d'une grande entité sunnite, après une entité chiite entre l'Iran et l'Irak, et puis les chrétiens d'Orient concentrés au Liban. Ce que les chrétiens d'Orient ne veulent pas. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que cette normalisation avec Israël ne vient que des pays musulmans à majorité sunnite. Alors que dans les pays, même qui sont à majorité sunnite ou chiite, mais quand il y a des chrétiens dans ces États musulmans, c'est que la Syrie, par exemple, essentiellement aussi le Liban, qui est le principal aujourd'hui ennemi, je dirais, d'Israël, beaucoup plus d'ailleurs que les Palestiniens, ou la Palestine, vous avez la Jordanie, vous avez même l'Égypte. L'Égypte, je dirais, le pays réel, parce que le pays légal n'ose pas trop s'attaquer directement, frontalement à l'entité sioniste, ou à Israël. Et pourquoi? Tous ces pays où il y a, parce que vous savez, c'est que il y a eu l'accord, donc en fait, entre Israël et l'Égypte. Alors, je reviens simplement et terminer là-dessus, c'est que la plupart de ces pays musulmans où il y a une présence chrétienne qui a droit au chapitre politique, à l'expression, ces pays refusent, grâce d'ailleurs à cette influence, je dirais ce lobbying chrétien, de normaliser avec Israël. Alors que l'Arabie Saoudite, le Qatar et j'en passe, tous ces pays à vraiment grande majorité écrasante et sunnite normalisent avec Israël, et puis même les Palestiniens sunnites sont prêts à normaliser facilement avec Israël. Alors que les chrétiens d'Orient ont peur
pour leur existence et leur sécurité. Ils sont contre la création d'entités confessionnelles, ethniques, racialistes, et qui va les écraser, ou ils seront persécutés, comme ils le sont aujourd'hui par l'entité sioniste en Israël, comme ils l'ont été également sous les groupes intégristes de Daesh, d'Al-Qaïda et puis des autres. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont toujours en train de combattre pour la préservation des structures étatiques, pour la préservation des sociétés également et des États multinationaux, multiculturels, comme la Syrie, où il y a des différentes communautés chrétiennes qui coexistent, comme la Jordanie, comme le Liban, comme l'Égypte et comme l'Irak d'ailleurs, où on a vu que quand il y a eu Daesh, etc., c'était donc d'une part les chiites et puis d'autre part en deuxième lieu les chrétiens qui ont été persécutés par les islamistes, et ce que d'ailleurs les Israéliens sont en train de faire également pour détruire cela. Et c'est la raison pour laquelle que les Palestiniens, sous la pression maintenant de la résistance de nouveau palestinienne qui est en train d'être de nouveau infiltrée, je dirais entre guillemets, par des nationalistes qui sont d'obédience laïque. Quand je dis laïque, c'est-à-dire des chrétiens, des musulmans, mais qui sont contre la création donc d'une entité musulmane islamiste à l'exemple du Hamas ou à l'exemple de l'entité sioniste, pour détruire, pour lutter contre ce projet qui est aujourd'hui béni par les États-Unis. Il me reste deux questions, si vous le permettez, M. Ihat, qui sont en relation avec le sujet quand même, hein, parce que là, vous avez évoqué un élément de taille qui s'appelle instrumentaliser la religion. C'est un peu la géopolitique religieuse, quelque part. Donc, avant d'y aller plus loin pour retourner en France, ce sera ma dernière question, si vous le permettez. Qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite ces derniers jours? Vous savez, en Arabie Saoudite, comme je vous dis, c'est que, pour vous illustrer les choses, c'est que c'est une monarchie récente, moderne, bon, qui n'a pas encore un très grand passé. Alors, il y a une situation en fait quand même assez aberrante avec MBS, Mohamed Ben Salman, qui veut absolument sauvegarder son pouvoir, est en train d'éliminer tous les gens qui lui font de l'ombre. Donc ce n'est pas quelqu'un donc d'extrêmement intelligent, il faut le dire, mais c'est ce qui arrange d'ailleurs ses mentors, en particulier messieurs Kushner, le président Trump et puis les autres qui peuvent facilement le manipuler et l'utiliser. Alors ceci dit, il faut dire que l'Arabie Saoudite est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est coincée par le traité de Quincy, elle est sous la coupe totale américaine, et comme l'a dit d'ailleurs le président Trump lors de sa campagne électorale, il considère que les Saoudiens, ou l'Arabie Saoudite, comme une vache à traire. Une fois qu'elle n'a plus de lait à donner, on va lui trancher la tête. Ou bien il a donné un autre exemple, il a dit que l'Arabie Saoudite c'est comme une femme laide mais riche, et puis on est avec elle que pour son argent, et une fois qu'elle n'a plus l'argent, on va divorcer avec elle. Donc je ne pense pas que ad vitam aeternam les États-Unis vont être toujours les alliés de l'Arabie Saoudite. Ce qu'ils veulent, c'est bénéficier des richesses saoudiennes. Et nous voyons qu'aujourd'hui, comment les Américains, dans cette guerre, je dirais, économique contre les adversaires des États-Unis, utilisent l'Arabie Saoudite pour faire baisser le prix du baril du pétrole et créer, si vous voulez, cette guerre économique dans le monde. Vous avez bien dit au départ, hein, donc l'Europe, c'est une ligne continue vers le Moyen-Orient, donc il n'y a pas de, c'est pas comme les États-Unis, il y a un océan entier qui nous sépare, et on voit pertinemment que l'actualité oblige. On parle que de l'islam, hein, surtout avec la dernière sortie de M. le Président de la République sur l'extrémisme religieux, et surtout cette notion qui prend de l'ampleur, cette notion aussi de l'extrémisme qui est dangereuse quelque part, parce qu'on passe à autre chose, on passe au séparatisme, hein, vous voyez. Écoutez, mais oui, mais écoutez, je vais vous dire une chose, l'extrémisme
conduit à faire aveugler en fait les gens, que ça soit au niveau de l'islam, que ça soit au niveau du sionisme, que ça soit au niveau même d'un certain christianisme, par exemple chez les Américains, chez les WASP, chez les protestants, qui sont totalement également sectaires. Vous voyez aujourd'hui, on parlait tout à l'heure donc de la Palestine, et cet obscurantisme, non pas simplement d'ailleurs chez les musulmans, mais nous le voyons aussi chez les juifs extrémistes. Je ne parle pas simplement des orthodoxes, même, je dirais, des laïcs qui ne sont même pas religieux, mais qui sont purement et simplement sionistes. Qu'est-ce que c'est qu'on devient fanatique? Fanatique quand on ne voit que son projet et on ignore les autres, on est même prêt à détruire les autres. Vous voyez? On peut être laïque et extrémiste ou fanatique, si vous voulez, pour sa laïcité. Et ce fanatisme-là devient très dangereux pour ceux qui ne sont pas, en fait, laïcs ou athées ou je ne sais pas. On peut être aussi athée et fanatique de son athéisme. Autrement dit, on veut tout faire pour obliger les autres à suivre son athéisme. Et on peut être également musulman et fanatique quand on veut absolument convertir tout le monde à sa religion, à sa culture, etc. Mais aujourd'hui, ce qui se passe en fait en Europe et dans le monde en fait, c'est qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, une instrumentalisation de la religion à des fins politiques qui a eu lieu. Le premier, je dirais, la première expérimentation a eu lieu en Iran et en Afghanistan avec, vous savez, en Iran, quand il y a eu le coup d'État en 1979, et vous avez vu comment les Américains et ceux qui ont été derrière cette instrumentalisation de la religion à des fins politiques ont laissé tomber le Shah d'Iran et demandé de laisser tomber le Shah d'Iran. C'était le président Carter qui demandait, appelait les chefs d'État pour qu'ils n'accueillent pas le Shah d'Iran, qui était obligé à un moment donné d'habiter sur un bateau. Et ce sont les États-Unis qui ont mis en place le régime de la République islamique d'Iran. Et ils ne savaient pas du tout que les Iraniens sont perses avant d'être Iraniens et qu'avec le temps, ça va revenir en fait à les Iraniens vont mettre, je dirais, du vin dans leur eau et non pas de l'eau dans leur vin parce qu'ils ne boivent pas, les musulmans donc en principe du vin, mais effectivement on voit maintenant ils mélangent un peu avec un peu d'alcool dans leur eau. Alors parallèlement, vous savez, en 79 ça a coïncidé également avec une autre expérimentation. C'est-à-dire, c'est la guerre en Afghanistan où on a utilisé le facteur religieux pour lutter contre le communisme et contre l'Union soviétique. Par la suite, on a exporté cela ailleurs. Et avant, si vous voulez, cette date-là, il y a eu la guerre du Liban, où c'était un échec total, parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont pensé qu'en 1975, ça va être une guerre religieuse entre les chrétiens contre les musulmans. Ça n'a pas marché parce que c'est une société non pas religieuse mais communautaire. Autrement dit, chez les chrétiens, il y avait des dissensions internes entre les différentes communautés. En plus, il y a eu féodalisme à l'intérieur de chaque communauté. Donc c'était l'échec total, comme aussi c'était l'échec de Chypre. Parce qu'à Chypre, ils ont pensé que en créant, si vous voulez, cette tension, ils vont pouvoir l'utiliser, les Grecs contre les Turcs, musulmans contre chrétiens ou chrétiens contre musulmans. Ce n'était pas le cas parce que les Grecs n'étaient pas du tout chrétiens à l'époque. Ils étaient plus, je dirais, athées ou mécréants, plus pro-communistes d'ailleurs. Et puis les Turcs n'étaient pas du tout religieux comme ils le sont d'ailleurs aujourd'hui. Les Turcs chypriotes, ils ne savent même pas ce que veut dire le Coran et ils n'ont aucune pratique religieuse. Donc échec à Chypre, échec au Liban. Bon, une réussite partielle en Iran, une réussite totale en Afghanistan. Ils ont commencé après à exporter cela grâce à l'Arabie Saoudite, le Qatar et tous les fonds, et puis plus toute cette formation wahhabite salafiste, à faire intégrer cela dans les pays de l'Est de l'Europe, la Tchétchénie, le Daghestan, et puis le Kosovo, et puis tous les États en fait des pays de l'Est où il y avait des musulmans, tels que la Bosnie aussi, si vous voulez, où la plupart de ces pays, de ces communautés d'ailleurs, sortaient du communisme d'une part, d'autre part,
elle n'avait rien avec le salafisme, le wahhabisme, parce que la plupart, je dirais la majorité, étaient plutôt soufis. Et donc on leur fait un lavage de cerveau, plus avec un peu d'argent, avec un peu des fonds, pour changer, si vous voulez, cette conception religieuse et créer vraiment un retour à la religion, je dirais, forcé. Et nous l'avons vu en Bosnie, où ce qu'on appelle aussi les Moujahidines venaient combattre, et ces Moujahidines, ce sont eux qui ont été entraînés en Afghanistan avec cette instrumentalisation et cette expérimentation des facteurs religieux. Et ça, c'est parti, si vous voulez, crescendo. Et avec le printemps arabe, pour cela, donc ce qu'il faut, il faut lire absolument le livre de Madame Hillary Clinton qui explique d'une manière très objective et claire comment est-ce que les services américains ont travaillé, ils ont renforcé ou créé l'islam politique pour faire en fait une sorte de propagande et attirer donc des gens par une idéologie qui est basée sur la religion. Autrement dit, instrumentaliser cette idéologie religieuse à des fins politiques, comme lors du 19e siècle, on a instrumentalisé les facteurs économiques et puis sociaux à des fins politiques avec la création du communisme, le marxisme d'ailleurs, où on a utilisé les facteurs de dissension entre les riches et les pauvres, la lutte des classes, si vous voulez, qui était fondée sur des questions économiques et sociales. Et là, on utilise le facteur religieux pour détruire en fait les sociétés les unes contre les autres. Nous l'avons vu également au Moyen-Orient, comment les musulmans sunnites entre eux, ils se battaient parce que il y avait ce qu'on appelle les takfiristes. Si vous mettez de la musique, etc., vous êtes un mécréant, même si vous vous appelez Mohamed, etc. Et d'ailleurs, les principales victimes du fondamentalisme islamiste ou de ces groupes en fait qui se disent musulmans ou qui instrumentalisent la religion musulmane à des fins politiques, leurs principales victimes sont des musulmans, non pas simplement chiites, mais je dirais sunnites, principalement sunnites, et dans un deuxième temps chiites. C'est malheureusement c'est bien le cas. Donc le terrorisme ne pardonne personne. Donc il est aveugle. Hein. Tout le monde le sait. Mais vous savez, il y a une chose. Hier, je parlais avec quelqu'un, un Libanais, on était au téléphone, qui se trouve au Liban, etc. Et puis il me parlait donc de son passé. C'est un très grand artiste, assez reconnu, etc. Mais avant, quand il était plus jeune, il m'a dit, mais vous vous rendez compte, alors que lui, c'est un musulman, un sunnite, qui a combattu dans les milices druzes. Et ce que j'ai rien compris, il m'a dit, ben oui, parce que, si vous voulez, moi, en tant que mercenaire, j'exécutais, et ce qui m'intéressait, c'était l'argent, etc. Et qu'est-ce qu'il m'a révélé? Il a été combattre à l'époque en tant que mercenaire en Libye contre le Tchad. Donc, il exécutait, ce sont des exécutants. Vous avez des gens qui sont soit animés par un esprit du va-t-en-guerre. Ce qui m'intéresse, comme j'ai eu un client qui a été avec Daesh, etc., bon, j'étais de permanence au palais, et il était là fier, il ne savait même pas ce que c'était que le djihad. Pour lui, le djihad, c'est prendre une kalachnikov et tirer. Il me disait, oui, mais pour tuer certaines personnes, les égorger, on nous donnait du raki. Je dis, mais attendez, mais le raki n'a rien à voir, c'est interdit chez vous, dans l'islam. Eh ben, il m'a dit, non, c'était pas interdit là-bas. J'ai dit, mais c'est interdit dans l'islam. Il m'a dit, mais ça veut dire quoi? J'ai rien compris. J'ai dit, c'est dans le Coran, la religion. Il m'a dit, mais c'est quoi le Coran? J'ai dit, c'est un livre de Dieu. Il m'a dit, mais moi, je crois pas en Dieu. Mais je dis, mais pourquoi vous êtes allé faire le djihad? Il m'a dit, c'est pour faire comme mes potes, là. Et puis prendre la Kalachnikov et tirer sur des gens, comme je vois dans les films. Et donc, il y a des gens qui avaient cet esprit-là, qui ont été entraînés. Voilà. Vous avez d'autres personnes qui peuvent avoir un certain sentiment, je dirais, de manque de spiritualité et qui se sont retrouvés entourés puis entraînés dans cela. Il y a d'autres qui vont pour l'argent, donc des mercenaires purs et durs. Et puis, il y a d'autres aussi qui vont, mais sans le savoir, parce qu'ils sont entraînés par le voisin, par l'ami, etc. Peut-on dire que tous les moyens sont bons pour dominer, M. Eli Hassim? Malheureusement, vous savez, pas simplement pour dominer, mais c'est pour détruire, je dirais. Parce que ce n'est pas une domination quand vous dominez des sociétés qui sont complètement détruites. Et j'insiste encore, pour que le monde devienne meilleur, il faut insister sur le
facteur essentiel qui est celui de la culture, celui de l'éducation. Il faut éduquer, cultiver les gens et il faut leur procurer donc des moyens. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis riche, je ne dois pas faire attention au type qui est en bas, qui est pauvre, parce que s'il va devenir encore beaucoup plus pauvre et s'il n'a plus rien à manger, le jour où je ne suis pas dans mon appartement, dans ma maison, il va venir m'attaquer, me voler tout ce que j'ai à l'intérieur. Et parce que là, c'est à cause de la famine. Mais si je l'aide et si je le pousse à avoir une meilleure vie, un avenir, et puis je dirais un certain rêve pour l'avenir, il va penser à se développer lui-même et il ne va pas avoir cette idée par nécessité, je suis obligé de voler pour nourrir mes enfants. Et voilà en fait la conclusion qu'on peut tirer également au niveau international. Comme vous le savez, M. El Hatim, il y a des fondamentaux dans chaque société qui est stable. 1. L'éducation. 2. La justice. 3. Tout à fait. L'entrepreneuriat, parce que c'est important. Et 4, c'est la santé. Exactement. Sans ces 4 pivots, croyez-moi, quelle que soit la société, est destinée à s'autodétruire. Parce que la société qui est malade, la société qui n'est pas éduquée, la société où il n'y a pas de justice et la société où il n'y a pas de moyens pour travailler, croyez-moi, c'est le cas maintenant dans la grande partie des pays arabes. Je vous remercie infiniment, M. Eli Hatim, maître. C'est moi qui vous remercie. Maître Eli Hatim, qui est avocat à la cour, docteur en droit, officier dans l'ordre du Cèdre, chevalier dans l'ordre des Palmes, académique, enseignant. C'est un éclairage fort intéressant pour notre auditoire. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.